Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN. Ce ballon dans la profondeur, Seul Conan qui récupère cette balle. Et c'est bien joué. AGL, partenaire logistique du football africain. Vous regardez le JT CAN Côte d'Ivoire 2023 avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Bienvenue à cette édition du Club des pros sur Africa 24 Sport, réalisée en Côte d'Ivoire en marge de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Autour de la table, 3 anciens footballeurs internationaux. Philippe Ndioro, ancien international camerounais, évoluant au poste d'attaquant, passé dans plusieurs clubs français dont l'Olympique lyonnais et l'OGC Nice. Philippe est un grand connaisseur du football européen, mais aussi un passionné des compétitions africaines. Abdoulaye Traoré, encore connu sous le nom de Ben Badi, a connu la joie de remporter un trophée de la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'était en 1992 avec son pays, la Côte d'Ivoire. Cet ancien attaquant est un produit de l'ASEC Mimosa d'Abidjan, où il a évolué avant d'entamer une carrière professionnelle dans plusieurs clubs, parmi lesquels le FC Metz en France, le SC Toulon et le Sporting Club Braga au Portugal. Le troisième invité est Didier Six, ancien international français, devenu entraîneur. Il a été sélectionneur de la Guinée et de l'île Maurice et du Togo, avec qui il a été quart de finaliste à la CAN 2013. Didier, bienvenue dans le Club des pros. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Didier, bonjour Ben Badi. Bonjour. On est là, je suis content qu'on soit là tous les trois là, pour discuter, pour faire partager nos expériences. Ouais. Ben Badi, je voulais te demander une chose. Il y a une chose qui m'a frappé, c'est quand je suis à Abidjan, je vois des enfants qui ont 10-15 ans, on discute football, ils te connaissent. Et ils ne t'ont jamais vu jouer. Oui. Même des fois, leurs parents ne t'ont jamais vu jouer. Je ne dis pas que tu es vieux, je dis que vraiment tu as marqué le football de ce pays. Oui, j'ai eu la chance de faire partie d'une génération de joueurs tels que Youssouf Fana, qui était à Monaco, Gadji Seli, Didier Otokoré. Donc vraiment, j'ai eu le temps de m'adapter parce que j'avais des grands frères qui ont facilité mon adaptation. Donc voilà, et puis j'ai fait un parcours honorable en plus. En 92, c'était encore le champion d'Afrique 92 à Dakar, où on a été vainqueur de ces trophées. Mais nous n'étions pas la meilleure équipe, mais nous avons eu la chance d'être l'une des équipes les plus solidaires. Ok. Didier Six, je suis super content que tu sois sur le plateau parce que quand j'étais jeune, ton pied gauche magique il n'y a pas longtemps alors. Il y a pas longtemps, ton pied gauche magique me faisait rêver. Et ouais, je me suis inspiré de toi. Et après, j'ai eu la chance de te connaître et de te rencontrer. Nous avons joué au golf ensemble. Je t'ai battu, pour la petite anecdote. Et Didier, tu as été quart finaliste de cette CAN en 2013 avec un certain joueur qui s'appelait Ademayor. On voudrait savoir comment c'est passé, parce que ce n'est pas un joueur des fois qui a la réputation d'être facile. C'est un grand joueur. Comment ça s'est passé? Le poste d'entraîneur, moi en tant qu'entraîneur, je préfère avoir des joueurs caractériels où j'ai des difficultés, ça peut avoir des difficultés comme ils peuvent. Cheyi était un gars extraordinaire à certains moments, puis un gars que je ne comprenais pas à d'autres moments, mais sur la généralité, on adore Cheyi.
Après, le poste d'entraîneur t'oblige à avoir des joueurs de caractère. Si tu n'as pas de joueurs de caractère dans une équipe, tu n'as pas de caractère. Donc il faut automatiquement gérer des positions par rapport à un joueur qui gagnait X milliers ou millions d'euros et celui qui était arrière latéral, qui gagnait pratiquement rien. Mais ça fait partie du jeu. Et puis ça s'est bien passé. Nous étions dans un groupe difficile. Nous étions dans un groupe où il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait l'Algérie, la Tunisie et nous. Moi, personnellement, à la SEC d'Abidjan, où j'ai passé des bons moments, malheureusement, on est allé jusqu'à la Ligue des Champions, où on a perdu en finale contre Orlando Pirates. Vraiment, c'était une génération de joueurs vraiment très, très, très courageux. Il y avait Gadji Seli, il y avait qui encore Kassiko Lucien, des joueurs qui n'étaient pas aussi connus, mais on a réussi à relever le niveau avec cette génération de joueurs. Et la SEC faisait partie de l'un des clubs les plus aimés de l'Afrique. Bien. Monsieur Didier Six, quel est votre meilleur souvenir? Ma meilleur souvenir, disons que je... En tant que joueur et entraîneur? Oui, en tant que joueur, c'est 10 ans en équipe de France d'une génération dorée. Nous étions tous en même âge. On est arrivé avec un nouvel entraîneur qui est arrivé, qui était Michel Hidalgo. Et il y a une osmose qui s'est prise de suite, il y a une envie, il y a eu aussi un style de jeu qu'on a mis en place. Et donc tout ça, ça a fait qu'on a eu les résultats. Demi-finale de Coupe du Monde? Demi-finale de Coupe du Monde, on a gagné l'Euro. Donc c'est le starter pour 98, pour la Coupe du Monde, qui ont gagné. Nous avons été le starter. Peut-être que si, avec un peu plus d'expérience, nous aurions pu aussi gagner la Coupe du Monde aussi. Mon meilleur souvenir, en fait, c'est avec l'équipe nationale, parce que quand j'avais... vous savez, à l'époque, les binationaux, c'était pas comme maintenant. Quand vous jouiez pour une sélection 1 minute, c'était fini. Et en fait, j'étais jeune, je jouais à l'Olympique Lyonnais. J'ai été convoqué par l'équipe de France. Il y avait une équipe de France amateur à l'époque qui faisait les Jeux Olympiques. Et j'ai reçu une convocation de l'équipe du Cameroun. Et en fait, j'ai choisi le Cameroun, et un choix que je n'ai jamais regretté. Donc voilà, c'était ça ma plus grande satisfaction, si je puis dire ainsi. Ben Badi, ton plus beau but? Il y en a eu plusieurs, hein. Par modestie, je vais donner un plus beau but où j'étais à la SEC d'Abidjan. On a joué les demi-finales contre l'Ashanti Kotoko en Ligue des Champions. Le match aller, on a perdu ici contre l'Ashanti Kotoko 1-0 à domicile. Il fallait aller les battre sur le terrain. Et j'étais au match retour. L'entraîneur Philippe Troussé m'a mis comme remplaçant. Et dès l'engagement de la deuxième rencontre, de la deuxième mi-temps, il m'a fait rentrer. Donc j'étais tellement énervé que j'ai reçu mon premier ballon du centre du terrain et du pied gauche. J'envoie Lucarne à partir du centre du terrain. Donc vraiment, c'est l'un de mes plus beaux buts. Un but mémorable. Mémorable, oui. Hein, sous l'énervement. Hein, si, tout à fait. Pour faire voir au coach. Et puis il y avait aussi la précision. Voilà. Didier, c'est pareil, ça va être difficile de choisir un de vos plus beaux buts parce qu'il y en a eu tellement. C'est difficile. Je suis le premier Français à avoir marqué un Maracana, un but à la brésilienne. Après, quand on parlait tout à l'heure, il m'allume, il me dit j'ai pas de pied droit. J'ai dit regarde le match France-Suède, 2-2 au Parc des Princes, et tu comprendras que j'ai un pied droit aussi. Oui, mais c'était peut-être un accident, le pied droit. Ah oui, mais il y en a plusieurs comme ça d'accidents. Les gauchers, en général, on a des pieds droits catastrophiques. Mais non, il y en a plein, plein de buts qui sont quelquefois des buts anonymes. Je me souviens quand j'avais fini la carrière, on jouait un match contre le Paris FC qui était en national à ce moment-là. 3e division, c'était pas le national, 3e division, où j'avais mon arrière latéral, il m'avait mis dans la poche, dans cette poche-là, dans la poche de devant, dans la poche de derrière, j'avais pas touché un ballon. Et à 1 minute de la fin, corner pour nous. Je me mets même pas pour aller dans le truc. box. Je me mets carrément au bout des 18 mètres.
pour être près du vestiaire, parce qu'il restait 30 secondes à jouer. Le ballon revient, je reprends le volet, lunettes. Je suis allé vers le gars, je lui ai dit, il n'y a pas de justice en football. Il n'y a pas de justice en football. Voilà, moi, c'est des histoires que j'aime bien, ça, moi. C'est un truc un peu dingue. Je jouais en Malaisie après ma carrière. J'étais déjà âgé, j'avais 35-36 ans. Mais j'étais dans une super équipe où le coach avait mis des mecs qui avaient 4 poumons chacun. Moi, je n'avais pas à redescendre, je jouais derrière les attaquants. Et on était en demi-finale de la Coupe de Malaisie. J'étais à 38 mètres, il y avait un coup franc. J'ai pris le ballon, j'ai mis une frappe sous la lunette, mais vraiment dans la toile d'araignée, là, elle s'en rappelle encore, c'est rentré. Ce but, c'était le but qui est passé au téléfoot. Jusqu'à maintenant, on m'en parle. Voilà. Ah, c'est beau. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que, arrivé à Metz, j'étais au centre de formation. Ouais. Donc, de temps en temps, on allait voir jouer les pros, dont il y avait M. Didier Six, Jules Boukandé, Camelo Michiche, Plamen Markov, Castendeuch. Mais donc, après l'entraînement, j'allais le voir, lui il restait, il mettait une balle avec le gardien de but, il envoyait des frappes, mais vraiment c'est des souvenirs comme ça que j'ai gardés de M. Didier Six qui pour moi c'est un grand monsieur. Nous, on aimerait savoir, tu es une génération au-dessus de nous, même si tu es un jeune homme, quels ont été tes modèles quand tu étais jeune? Moi, quand j'étais gamin, tu as été un de mes modèles. J'aimerais savoir quels ont été tes modèles, toi, quand tu étais gamin. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec mes modèles parce que j'ai joué après dans des sélections mondiales, sélections européennes. J'ai joué avec Cruyff. Ça, c'était mon modèle. J'écoutais, je piquais la télé parce que j'avais pas le droit de regarder. Ah ouais. C'était Cruyff. Après, il y a plein de joueurs, mais Johan Cruyff, pour moi, c'était mon modèle. Ouais. Moi, je jouais avec le variété, j'ai joué avec Johan Niskens. Niskens. Je regardais comme ça, et puis un monsieur qui est super sympathique. Et c'est vrai que j'étais déjà un adulte, et de partager le terrain avec ce monsieur, c'était quelque chose de fabuleux. Première sélection avec les éléphants, tu as quel âge? J'avais quel âge? J'avais 15 ou 16 ans. Avec déjà, les A? Avec les A, parce que j'ai fait toutes les catégories. J'étais en minime, cadet, junior, espoir et j'ai été surclassé en équipe primaire. Parce qu'en 1984, en 1984, il y avait la CAN ici. Juste après la CAN, après l'échec, il y avait une génération, on voulait renouveler l'équipe A, donc j'ai fait partie des présélectionnés. Et puis là, depuis 1985, après la CAN 84, juste peut-être novembre 84, j'ai eu la chance de faire partie des présélectionnés. Là, je suis resté jusqu'à ce que j'arrête ma carrière. Moi, le souvenir que j'ai, je ne sais plus si c'est... Je pense que c'est les premières sélections. J'apprends que je suis sélectionné. Et donc, j'habitais dans le Nord, je jouais dans le Nord. Tu jouais dans quel club? Valenciennes. Ok. J'ai été à Valenciennes et je prends mon billet de train, tout. Je loupe le train. Première sélection. Première sélection, je loupe le train. J'ai dit, je vais me faire ramasser complètement, ils vont me foutre dehors. Je vais pas voir. Oh, un traumatisme. Tu sais ce que j'ai fait? Non. Je suis allé à Paris en stop. Voilà, ça c'est des anecdotes. Je suis allé à Paris en stop. Oui. Et je tombe sur un mec qui m'a amené au rassemblement. C'était une autre époque. Mais c'était une autre époque. Maintenant, tu ne pourrais plus faire ça. Hein. C'était notre époque. Avant, il y avait des trous entre les équipes. J'aime pas le mot petite équipe. Je dis les équipes moyennes et les grosses cylindrées. Et maintenant, je trouve qu'il y a une amélioration dans les formations, il y a une amélioration dans les coachs qui sont arrivés aussi. Tout ça fait que ça a donné du volume. Puis aussi, beaucoup de joueurs jouent en Europe et le fait d'être en Europe, ça augmente le potentiel des possibilités de chaque joueur. Et je pense que cette CAN-là représente bien ce que je vous dis. C'est-à-dire, il y a des équipes qui sont surprenantes dans leur jeu. On prend le cas, par exemple,
de la Zambie si la Zambie ne part pas complexée au départ, elle pose plus de problèmes. Tant mieux pour la Côte d'Ivoire, mais elle aurait posé plus parce qu'en deuxième mi-temps, elle a posé des problèmes. Donc c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui se lie. Et ce quelque chose qui se lie, ça va arriver automatiquement à un jour où l'Afrique gagnera la Coupe du Monde. Retour sur le plateau du club des pros. Un remplacement effectué à la pause. Le troisième invité est Emmanuel Mabwang Kesak, quart de finaliste à la Coupe du Monde 1990 avec son pays, le Cameroun. Emmanuel Mabwang Kesak a été joueur du Canon sportif de Yaoundé, puis du Portimonense SC et Rio Ave FC au Portugal. Emmanuel Mabwang Kesak a également fait un détour en Indonésie, un pays moins connu en matière de football et dont il partagera avec nous des souvenirs. Messieurs, en commençant par Emmanuel, quels sont les souvenirs, vos souvenirs les plus grands en termes de tension dans les vestiaires et leur résolution? Des souvenirs dans les vestiaires, des tensions, c'est quand on va m'appeler déjà à l'équipe nationale, mon premier match de Coupe d'Afrique. Le Cameroun perd les 2 premiers matchs dans la Coupe d'Afrique en 90. Et je vais rentrer contre... Une décision va se prendre au plus haut lieu parce que j'étais amateur et les autres étaient professionnels. On décide de titulariser un amateur du Canon de Yaoundé et je marque 2 buts. Le Cameroun gagne 2-0. Donc c'est déjà un souvenir inoubliable. C'est ma rentrée en Coupe d'Afrique. Et puis quelques mois après, il faut une décision pour que je participe à la Coupe du Monde 90. Et il y aura une décision sur les 16. À l'époque, il y avait 16 joueurs. Il y avait 22 sélectionnés, mais 16 sur le banc. Ouais. Et je vais faire partie de cette équipe des 16, l'un des amateurs dans la liste. Et à la fin du match, dans le vestiaire, toujours la décision, je prends une décision personnelle d'aller chercher le maillot de Maradona que je garde jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est des souvenirs dans le vestiaire, c'est des temps forts. Et quand on lit la liste, je pense que j'ai la chance d'avoir sur le plateau aujourd'hui Ben avec qui on ne s'est pas vu depuis 92 parce que peut-être sans lui, je n'aurais pas pu marquer le but contre le Nigeria parce qu'il nous avait éliminés et ma seule chance c'était de jouer le match de classement. Si la Côte d'Ivoire n'avait pas remporté cette coupe, je n'aurais pas peut-être porté le maillot dans cette Coupe d'Afrique. Bon, le Cameroun a perdu contre les éléphants et puis on a mis les remplaçants et je faisais partie des remplaçants. Je joue contre le Nigeria. Ça m'a fait une côte parce que j'ai marqué un but contre le Nigeria. Donc, et c'est des décisions qu'on a. C'était dans les vestiaires que le coach s'est décidé de changer l'équipe à quelques minutes du match. Je pense que j'ai une anecdote qui va faire... non, tu ne vas pas dire ça à la télé. Non, laisse-moi dire un peu pour nos téléspectateurs. Pour nos téléspectateurs, parce que lui, nous, on l'appelait le petit... blanc français, moi j'étais habitué à le voir dans la télé et les matchs le soir parce qu'à l'époque c'était difficile. Pour ma première sélection, okay. C'est grave pour lui parce que le gouvernement camerounais et la fédération décident de ne pas aller à l'hôtel et d'être dans un camp militaire de la gendarmerie militaire donc parce que le matin on doit tirer au chapeau donc on dort dans un dortoir commun. Lui, il arrive tout frais de France. Okay. Moi, je suis content parce que c'est mon grand frère et c'est quelqu'un du même village, donc j'ai son sac. Mais bon, sauf que il n'est pas conduit à l'hôtel et nous, les amateurs, on dormait sur les lits picots, les lits de la gendarmerie. Oui. Il est conduit directement à la gendarmerie. Le sol inondé. Le sol inondé d'eau. Et c'est une caserne. Et je lui dis, voilà ton lit. Et il y a un seul drap, c'est comme ça. Il me dit, c'est ça l'équipe du Cameroun. J'ai dit oui, mais là, c'est le stage, mon frère. On prépare. Dans 3 jours, on a un grand match contre l'Angola. Il dit non, il rentre. Je dis non. De France, comment? Je dois te baptiser. Il y a un seau d'eau là. Et tu dois enlever l'eau là. Je dis, je rentre. Il me dit, mais les toilettes, c'est où? Première convocation, j'arrive à la caserne militaire. J'ai dit que quoi? Normalement, on va dans les 4-5 étoiles. J'arrive.
Donc même au début, je n'y crois pas. Je dis non, on doit être là, il y a quelque chose. Il me dit non, on dort là. Je dis comment on dort là? Il me dit j'arrive, j'enlève mes chaussures, il y avait de l'eau comme ça. Il me dit un lit de camp militaire. Oui, là. il y avait Il il y me avait dit, des tu lits vas dormir là. superposés. Oui. Oui, et là, je lui dis ça c'est ton lit et moi, je suis en haut. Parce que je te respecte, tu es le grand. Normalement, tu serais parti en haut, vu ta taille et tout, et tu viens de France. Il me dit, mais il n'y a pas de clim, il n'y a pas de ventilateur. J'ai dit, mais regarde, il n'y a pas de NACO déjà. Si, mon frère. Et puis à 8 h, il faut être là pour le drapeau. Il dit la douche. C'est une bonne expérience. Il cherche la douche. C'est super. Au début, quand j'ai été sélectionné, on arrivait à l'hôtel, tout ça. Et après, on avait un match amical. Donc, il fallait choisir un numéro. Alors que le numéro 10 était déjà... Il y avait des palabres dessus parce qu'il y avait 2 ou 3 déjà, je ne vais pas citer les noms, qui se battaient. On veut Ils se battaient sur le numéro déjà. On veut les noms. Ils se battaient sur le numéro. Et puis moi, je suis un tout jeune qui arrive. Et puis à qui on demande quel numéro tu veux. J'ai dit non, le numéro 10. Il dit, ah bon? Tu as dit culot, hein, jeune homme. Déjà, on n'a pas encore fini cette année. Si je n'ai pas le 10, je ne joue pas. Tu as dit ça. Donc c'est comme ça, j'ai insisté et puis j'ai commencé à porter le 10. Et puis bon, voilà, Qu'est-ce qu'on dit les deux anciens? Qu'est-ce qu'on dit les deux anciens? Non, ils étaient effacés parce qu'ils étaient un peu vers la fin de leur carrière. Et donc, puis tu étais dans une période où quand même, donc, tu les as calés direct. Il fallait faire un choix. Hein. Et puis je crois que déjà c'est bon. Ils ont cédé le numéro et puis bon, j'ai terminé ma carrière sur ce numéro. Voilà, ça c'est une belle anecdote. Qui a apporté bonheur et qui a apporté bonheur surtout à la Côte d'Ivoire aussi. Je t'avais rencontré à Metz une fois, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais, il faisait très Madame froid. Kwasi, Oui, dans le froid là, bien sûr. J'ai une belle anecdote. Mon premier match en première division française. Nantes, Lyon, Marcel Sopin. J'ai 17 ou 18 ans. Je suis remplaçant. Il y avait 13 joueurs à l'époque. Et l'avancement Ticolis, il rentre au vestiaire, il est un peu blessé. À l'époque, c'était un... OK. Le coach parle, il reste 8 minutes à jouer. Le joueur, l'avancante, ne peut pas jouer. Il me dit, va t'échauffer, tu rentres. Et qui est je rentre à Marcel Sopin plein. Moi, 2 mois avant, je jouais en 3e division. Là, j'étais tranquille, la petite star de mon club. Je rentre dans ce match. Je joue ailier gauche. Il y a un monsieur qui est devant moi. Je lui parlais comme ça. Je le vous voyais. D'accord? Je le vous vois. Je suis comme ça. Le monsieur, il s'appelait monsieur Maxime Bossis, arrière droit de l'équipe de France, que je regardais à Téléfoot avant. Il est devant toi. Moi, je le regardais, je disais vous. Et puis à un moment donné, j'ai entendu une voix qui m'a crié dessus. C'était Jean Tigana qui est venu. Il m'a lavé. Je crois que tout le public a entendu. Il m'a bougé. Parce qu'il avait raison. Moi, j'étais comme ça. C'est là où je me suis mis dans mon match. Mais quand j'y repense, quand j'en reparle avec Maxime Bossis, t'imagines, tu joues contre ton gars là, tu dis monsieur, monsieur, vous, ça va monsieur, vous? Jean Tigana, tu fais quoi? Et là, je me suis mis dans mon match. Ça, c'est un souvenir fabuleux. Mais ça arrive. Moi, mon rêve, c'était de voir Maradona. Et dans notre équipe, il n'y avait pas 2 ou 3 personnes qui l'avaient vu avant. Et moi, quand j'arrive dans les vestiaires, je refuse de m'échauffer. J'attends l'arrivée de Maradona dans les vestiaires. Il arrive avec des journalistes autour. Et je fonce sur lui. Je l'attrape au bras. Je dis, je veux le maillot. Le match n'a même pas encore commencé. Je pense que c'est mon ministre qui m'a recadré que va t'habiller, va t'échauffer, tu vas jouer contre lui. Mais à la fin, je fais une photo et je vois que même l'arbitre qui va diriger le match vient sur la photo. Et je vois même les membres de la FIFA qui viennent faire les photos. Je dis, mais je sors du village, certes. Mais donc, moi, j'ai reçu mon pari. C'était de parler avec Maradona. Manu, une chose, expliquez-nous. C'est compliqué. Vous êtes le match d'ouverture de la Coupe du Monde 90, le Cameroun, que personne ne connaît vraiment dans le monde entier. Match d'ouverture, tu joues contre le champion en titre. Tu rentres sur le terrain, tu es à côté de Diego Maradona. Sur le terrain, comment on ressent ça? On arrive à faire abstraction, on le regarde comme je regardais Maxime Bossis. Tout commence dans les vestiaires parce que nous, on est comme les téléspectateurs, nous l'attendons, nous attendons ce Messi. Mais nous allons aller, donc on nous dit, allez faire le tour du stade avant, vous êtes en sous-vêtements, vous arrivez. Mais quand on arrive sur la pelouse, le grand écran qui est là, on voit Diego Maradona de 86 qui prend 1, 2, 3 et il marque. Et tout le monde est rentré dans le vestiaire, tout crispé. Et quand on sort maintenant, vraiment, on met les 2 équipes comme ça, Maradona, il est sorti. Il s'est détendu
Et notre capitaine, le fait Tato qui était grand, il a tendu la main, il a frappé sur Tato. Tato, j'ai dit non, nous sommes morts. Il y avait des joueurs des joueurs pleuraient, les larmes coulaient, les entraîneurs pleuraient. C'est impressionnant. C'était un peu. Et quand il rentre, il prend le ballon, il met tac, tac, tac. Personne n'avait jamais vu ça avant. C'est impressionnant, Et non? moi, j'étais au banc de touche. J'avais regretté pourquoi j'étais dans la liste des 16. Et je priais Dieu, pardon, ne me fais pas entrer sur ce match. Laisse ma vie tranquille. Ah, ça, Laisse-moi des trucs, tranquille. c'est incroyable. Moi, Quand on j'adore m'envoie ces même à histoires. l'échauffement, je dis, je vais jouer contre mon idole. Alors, Manu, la fin du match, tu as battu le champion du monde en titre. Donc, je pense que tout le monde court sur Maradona pour aller prendre son maillot. Oui, mais moi, j'avais négocié Avant. avant. Ouais. J'avais négocié avant. Toi, tu es malin. Oui, j'ai négocié, mais il y a quelque chose qui se passe parce que le vieux Roger veut le maillot de Maradona. Et moi, j'ai demandé, mais là, il y a un problème. Le vieux me demande de prendre son maillot et lui prend celui de Maradona. J'ai dit, mon vieux, je vais mourir ici avec toi. C'est impossible. Mais Maradona, gentleman, il lui a remis, c'est pas comme à l'époque des équipes africaines avaient un maillot, ils avaient plusieurs maillots, j'ai pris un, il a remis à Roger un maillot. Donc moi, je ne voulais pas sortir de là. Mais je pleurais parce qu'ils avaient perdu. Hein. J'étais content, mais au même moment, j'avais mal pour mon idole parce que tellement j'avais vu ces vidéos que j'avais tellement mal de voir Maradona baisser la tête. J'avais très mal. Le niveau actuel du football africain a beaucoup progressé. Aujourd'hui, on ne parle plus de petites équipes entre guillemets. Ça se voit aujourd'hui à cette CAN. On voit que les équipes qu'on ne citait pas parmi les favoris, c'est elles qui sont favorites aujourd'hui. Je vais parler du Cap-Vert, de la Guinée équatoriale et même la Mauritanie. Parce que c'est des pays qui ont axé le football sur la formation. C'est très important. Donc, ne soyez pas étonnés qu'on voit après la Mauritanie aller au second tour, au troisième tour, parce que le football africain est en pleine évolution. Enfin, le football africain en pleine évolution, je suis d'accord. Mais j'ai un problème avec le football africain aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas cette identité africaine où on voit, vous voyez un match de football, c'est à toi, à moi, il n'y a pas de génie. Et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes encore très loin de gagner une Coupe d'Afrique. Moi, je pense qu'il faut ajouter, parce que voir un match de football Guinée équatoriale et Côte d'Ivoire, les équipes se calculent. Il y a cette sensation de voir quelqu'un qui va produire. C'est pour ça qu'il manque des stars aujourd'hui. Il manque de meneurs. Dans chaque pays, on avait des joueurs clés dans chaque pays qui faisaient en sorte que ça tirait le football. C'est vrai qu'on joue tactiquement bien, c'est bien, mais ça ne peut pas gagner un Coupe du Monde si on n'a pas notre génie africain. Je ne suis pas d'accord avec mon petit frère. Parce que je ne suis pas quand d'accord. je regarde la finale, la CAN en 84, et je regarde le niveau de jeu, quand je regarde Cameroun, Vous ne pas me laisser parler, Argentine, parce que je vois que le niveau ici, même si on pense qu'il monte, mais moi, à 60 ans aujourd'hui, je pense que je peux tenir 15-20 minutes à un match parce que je peux dribbler, je peux faire, et ça, je ne vois pas. Tu peux, si on amène une ambulance qui va t'amener à l'hôpital après. Mais je vais le faire avec Ben Badi, on va organiser un match. Mais je ne suis pas d'accord avec mon jeune frère. Important, hein. Moi, je pense que l'Afrique du football avance. Même si on ne gagne pas une Coupe du Monde dans les années qui viennent, ça n'empêche pas notre football de progresser. On a des joueurs qui font partie... Il y a 25 ans, 30 ans, on n'avait pas beaucoup de joueurs africains qui jouaient la Champions League, qui étaient dans les grands clubs du monde. Maintenant, on ça a... ne pouvait pas parce que les clubs avaient juste droit à 2 étrangers. Oui, ils prenaient les Sud-Américains. Maintenant, c'est ouvert. Pourquoi on n'était pas moins fort que les Sud-Américains comme étrangers pour venir? Sauf que l'Afrique n'était pas vue de la même façon. Les joueurs africains, il y a 20-30 ans, étaient moins payés que les autres joueurs. Le grand frère dont tu as dit, il joue en Ligue 1, c'était le plus fort joueur, c'était le plus mal payé. Donc, pour revenir à votre question, l'Afrique en avance, même si on ne gagne pas une Coupe du Monde dans les années qui viennent, notre football avance. L'Afrique avance, pas seulement notre football, on avance, on est là. On s'organise. Je peux dire que l'Afrique s'organise, mais au niveau... Je vous donne une petite précision. J'ai regardé le match d'Afrique du Sud. Dans l'équipe d'Afrique du Sud, il y a 8 joueurs de Mamelou Sundowns qui sont titulaires. Et cette équipe est en 8e de finale de la Coupe d'Afrique.
dans l'effectif de la Coupe d'Afrique, il y a seulement 3 joueurs qui jouent à Mais l'étranger. Philippe, je suis tout à fait d'accord, mais sauf que l'équipe du 90 du Cameroun avait 9 amateurs. Et il y avait souvent 2 Bien sûr. professionnels. Et on a battu cette équipe d'Argentine. On a battu la Roumanie avec 9 amateurs camerounais. C'est beau. C'est pour ça que c'est beau, mais je dis, on aurait continué à donner la chance à nos amateurs, à travailler plus le football amateur Après- et on pouvait arriver. Après, regardez. Mais là, il y a- on fait photocopie du football européen. Il y a des C'est-à-dire jeunes- qu'on exporte tout le monde pour venir jouer ici. Les jeunes espoirs ne peuvent partir qu'à 18 ans. Imagine les jeunes footballeurs dans notre continent. Si on pouvait les libérer à 16 ans, partir en Europe, aux États-Unis, partout. Il y a 2 ans de travail. À 18 ans, c'est des gamins qui seraient prêts à jouer. Moi, je ne suis pas Mais en même d'accord. temps- en Moi, même je ne temps, suis pas d'accord. Je faut- veux faut- qu'on faut les qu'on garde anime- ici et qu'on mette des moyens Faut et qu'on qu'ils anime fassent le ce championnat championnat local. ici local. Oui. Beaucoup plus. Ça serait la meilleure solution. Oui, mais avoir plus de dans mains dans combien les de jambes, pays tout à chez fait. nous, des championnats U17, U18, mais bien C'est sûr pour ça c'est que la je solution. parle d'organisation. Messieurs, Oui. nous sommes à la fin de cette édition du Club des Pros. Ben Badi, Philippe Ondioro, Emmanuel Mabwang Kesak, merci d'avoir pris part à cette édition du Club des Pros. Merci. Rendez-vous Merci. très prochainement pour une autre édition du Club des Pros sur Africa 24 Sport. C'est- C'était le JT Cannes Côte d'Ivoire 2023 avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Ce ballon dans la profondeur. Seul Konan qui a récupéré cette balle. Et c'est bien joué. AGL, partenaire logistique du football africain. Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN.